Bonjour, bienvenue dans le rendez-vous politique des Indes radios Métro News et LCI. Nous recevons aujourd'hui Gérard Larcher. Bonjour. Bonjour, président UMP du Sénat. Vous avez été élu début octobre, marquant ainsi le retour à droite du Sénat après une parenthèse de 3 ans à gauche. Alors quel rôle peut jouer un Sénat de droite aujourd'hui? Que comptez-vous faire pour améliorer l'image de cette deuxième chambre assez critiquée ces derniers temps? On parlera aussi de l'UMP. À quelques jours de la désignation de l'élection de son nouveau président, on parlera de tout ça avec Christophe Joly, rédacteur en chef de Métro News, et Frédéric Delpech, chef du service politique de LCI. Mais d'abord, nouvel épisode de la réforme de la carte des régions, qui a fait beaucoup de bruit, qui a beaucoup suscité de débats. L'Assemblée était passée donc de 22 à 13 régions. Le Sénat avait voté en octobre une carte à 15 régions, en séparant l'Alsace et le Languedoc-Roussillon du Midi-Pyrénées. Cette nuit, l'Assemblée est repassée à 13. Sans tenir compte de l'avis du Sénat. Alors c'est un affront fait au Sénat ? C'est un débat naturel dans un système à deux chambres. Ce qu'on peut noter d'abord, c'est que le Sénat, dans un rapport il y a maintenant un peu plus d'un an, de Jean-Pierre Raffarin et de Yves Crattager, un socialiste, un UMP, j'avais participé aux travaux, avait préconisé une réforme territoriale avec de plus grandes régions qui soient des régions stratèges et des départements qui soient la proximité avec les communes et les intercommunalités. On va avoir un débat en commission mixte paritaire dans les jours qui viennent, mais le texte important, il faut bien le dire, au-delà du découpage de plus grandes régions, c'est le texte que nous allons aborder le 16 décembre. Sur les compétences. Sur les compétences, parce que d'ailleurs nous aurions dû l'aborder avant de parler de cartes. Les cartes auraient dû être la conclusion. Qui fait quoi? D'ailleurs, en revenant à un des acquis majeurs de la loi de 2010, qui était les compétences régionales et départementales ne doivent pas être croisées, mais doivent être spécialisées, une région stratège et un département en proximité. Mais quand même, parce que là, on se demande un peu à quoi ça sert finalement. Enfin, à quoi sert le Sénat? C'est toujours la même question. Vous aviez dit que sur ces questions... Le Sénat, il a remis en perspective la réforme territoriale. D'accord. Car tout a recommencé le 28 octobre. C'était une demande que j'avais faite au président de la République juste après mon élection. Le Premier ministre est venu en remettre en perspective la réforme territoriale. Et c'est très simple. Les débats se sont orientés depuis autour des échanges que nous avions eus au Sénat. D'ailleurs, le congrès des départements de France, il y a moins de 2 semaines, c'était ça. On nous avait annoncé un département voie de dévitalisation, donc de disparition. Et on voit bien qu'on aura un débat sur un département proximité sociale et territoriale. Mais vous aviez dit que ce serait un casus belli si la majorité refusait d'écouter le Sénat sur les sujets territoriaux. Ça l'est encore, et comment il peut s'exprimer ce casus belli-là? C'est pas un casus belli. C'est un casus belli, mais je vois que le gouvernement, en tous les cas jusqu'à aujourd'hui, nous écoute, ce qui ne veut pas dire que nous ayons les mêmes positions. Sur quoi? Sur les compétences, par exemple. Sur ce qui n'est pas encore en Sur débat. les compétences, nous avons ce travail qui est le travail essentiel. Et parce que le débat... D'abord, c'est un débat à gauche, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, vous le savez bien. L'Alsace, quand même, Nicolas. La question alsacienne est une question qui fait débat, y compris à l'intérieur de la majorité sénatoriale. Entre une grande région, avec une capitale qui serait Strasbourg, et l'expérience alsacienne, qui est une démarche intéressante et unique. C'est le 3 en 1. C'est-à-dire la fusion de 2 départements et d'une région, qui est une démarche spécifique, voulue depuis longtemps par les élus alsaciens, qui n'avaient pas, mais pour des raisons quasi impossibles de conditions de vote, qui n'avaient pas pu aboutir. Ça mérite néanmoins une réflexion, et ce sera un débat important en commission mixte paritaire. D'accord, pour peut-être reséparer l'Alsace. Ce que disait Nicolas Sarkozy hier en meeting à Mulhouse, en Alsace, justement, il est invraisemblable qu'on impose aux Alsaciens ce qu'ils ne veulent pas. Le projet territorial ne s'imposera pas à nous, nous le changerons. Vous reprendriez ces propos ? Écoutez, en tous les cas, moi j'écoute beaucoup les élus alsaciens parce que leur démarche, elle est construite depuis un certain nombre d'années. Et elle est d'ailleurs transversale à l'engagement politique. L'immense majorité des élus alsaciens souhaitent conduire cette expérience. Et je crois que cette expérience est intéressante. Et que vous dites en commission mixte paritaire, c'est-à-dire quand les députés et les sénateurs se 7 députés, 7 sénateurs. Voilà, pour harmoniser la loi. Essayent d'harmoniser la loi. Mais là, ça veut dire que la question de l'Alsace, pour vous, ce sera un point très important, le fameux casus belli dont vous parliez. Ce n'est pas un casus belli, l'Alsace. D'ailleurs, l'Alsace mérite mieux qu'un casus belli. Elle mérite d'être un territoire qui porte, n'oublions pas que l'Alsace, c'est Strasbourg,
c'est aussi une des capitales de l'Europe qu'il nous faut défendre. C'est donc un sujet qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux, écouter les élus de part et d'autre, mais l'expérience alsacienne mérite qu'on y prenne le temps et qu'on ne sacrifie pas l'Alsace au refus d'un redécoupage du Nord-Pas-de-Calais. Vous voyez à quoi je pense? Du débat avec Martine Aubry. Oui, L'Alsace ne peut pas être en quelque sorte dans un débat sacrifié à l'ouverture d'un non-débat entre Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Vous lâchez pas l'affaire. Ce sera un débat de commission mixte paritaire. Mais à vous entendre quand même, Gérard Larcher, on a le sentiment que finalement, malgré tout, le Sénat va prendre acte du passage à 13 régions plutôt que 15 et que ce ne sera pas un cas qui vous fera batailler contre le gouvernement. Bien sûr que nous allons conduire le débat, nous le conduisons dans le dialogue avec le gouvernement et avec l'Assemblée nationale. Le débat central, ce sera le débat des compétences. Donc finalement, une France avec 13 régions, ça peut vous convenir. Mais ça correspond, 13, 14 ou 15, à une conception que le Sénat avait arrêtée et votée à une très large majorité à l'issue de la mission Raffarin-Cratager. Christophe Joly, sur un autre sujet d'actualité aussi. Un deuxième Français a été identifié sur une vidéo de l'État islamique montrant l'exécution massive d'otages en Syrie. Que faire en amont contre l'endoctrinement de jeunes Français qui partent faire le djihad, selon vous? D'abord, cet endoctrinement s'inscrit comme une dérive sectaire de jeunes, et on le voit bien, qui sont issus de milieux très différents, d'histoires très différentes, et qui peut-être en perte de repères, mais pas simplement de repères comme on l'imagine dans les quartiers difficiles, en perte de repères tout simplement, peut-être en perte à la recherche d'une forme de spiritualité, qui y voit là une manière de s'engager sans mesurer les conséquences. Voilà pourquoi le sujet, il est très très profond. Il me renvoie d'ailleurs à un rapport qui va être soumis au vote aujourd'hui au Sénat. Et vous voyez à quoi sert le Sénat? À parfois débattre de sujets dont il est très difficile de débattre. Le rapport, il est conjoint à un sénateur UMP, Jean-René Le Cerf, et à une sénatrice écologiste, Esther Benbassa, sociologue. Et ils disent l'enseignement du fait religieux à l'école, est-ce qu'il ne permettrait pas d'abord de mieux reconnaître, de mieux connaître la religion ou l'absence de religion de l'autre. Et dans une république laïque, plutôt que de céder aux peurs de l'autre, de mieux comprendre l'autre, mais que l'autre aussi apprenne ce qu'est la République et en même temps ce qu'est le fait religieux différent de celui qui vit ensemble. Mais et ça je dois dire que, nous voyons bien aujourd'hui, ce sont ces méconnaissances mutuelles qui conduisent, je pense au rapport qui vient de sortir d'une fondation politique, Fondapol, et qui montre comment l'antisémitisme est une méconnaissance de l'autre. Donc, ça voudrait dire par exemple que dans une France qui est un pays de tradition et de culture catholique, toutes les religions seraient enseignées de la même manière à l'école. Le fait religieux, c'est en tous les cas la question que posent nos collègues, et elle mérite. J'ai moi-même commencé à m'entretenir avec les autorités religieuses, morales et philosophiques de ce pays. Je n'ai fait que commencer, et c'est un vrai sujet. Le vide de la réflexion collective sur ces sujets mérite, me semble-t-il, qu'on y prenne un peu de temps. En tous les cas, je crois que ça a été comme un révélateur, le fait qu'un jeune de Normandie, dont l'histoire n'avait rien à voir avec une famille venue d'autres horizons que l'horizon hexagonal, voilà qu'il tombe dans une forme de dérive sectaire qui le conduit à la violence, et à la violence absolue et à l'horreur. Alors là, on ne comprend plus. Et pourtant, c'est sans doute la recherche de quelque chose qui, dans l'horreur, est une quête. Et vous pensez, dans le cas de ce jeune homme, s'il avait mieux connu les autres religions, ça ne serait pas nécessairement... Je ne sais pas, mais en tous les cas, je pense qu'il aurait eu une vision, y compris de l'islam, qui ne soit pas la vision de l'horreur et de l'exécution, parce que je ne peux pas croire qu'une religion monothéiste comme l'islam, dans sa vraie interprétation, conduise simplement à la violence. Alors que faire au retour de ces jeunes Français qui sont partis faire le djihad? Alors, le Sénat, c'est d'ailleurs un des acquis, a contribué à adopter la proposition du gouvernement en l'enrichissant. Il y a naturellement un certain nombre de dispositifs avant le départ,
au retour, il y a un suivi et un suivi qui doit être un suivi international. Le rôle de la Turquie, par exemple, qui est un des points d'entrée, mais il y a d'autres points d'entrée. Une fois qu'ils sont dans le territoire français. Une fois qu'ils sont sur le territoire français. Oui, mais il faut d'abord les empêcher de quitter le territoire français pour aller au djihad comme une aventure. Et il n'y a pas que la France, hein, c'est l'ensemble des pays européens qui sont concernés. Quand ils reviennent, ils doivent faire l'objet d'une surveillance particulière. Et la question posée de la déchéance de nationalité, vous savez qu'elle n'est possible que pour ceux qui ont deux nationalités. Et certains responsables à l'UMP, et députés par exemple, même voudraient étendre cette déchéance de nationalité, y compris aux simples Français qui n'ont qu'une seule nationalité. Il y a des conventions internationales et que personne ne peut être envoyé dans la situation d'apatride. Je pense que là, il faut être suivi, mais le sujet le plus important, c'est de sensibiliser les jeunes à ce que signifie aujourd'hui Daesh, c'est-à-dire l'horreur, la négation absolue de toutes les valeurs humaines, de toutes les valeurs humanistes que notamment la France porte. Ça, c'est déjà le cas, puisque bon, effectivement, Daesh, tout le monde peut voir largement à la télévision quelles sont les horreurs commises. Alors, on a le sentiment que malgré cela, ces jeunes continuent de s'enrôler. C'est un des éléments des dispositifs du projet de loi, comment on détecte, comment on accompagne les familles, comment on essaye, en quelque sorte, d'éviter ces dérives sectaires. Doivent-ils intégrer des prisons ad hoc, ou est-ce qu'ils doivent être dans des prisons? Les prisons ad hoc, c'est pour gérer l'immédiateté. Vous savez bien que c'est sans doute indispensable dans le temps présent, dans le court terme, mais la solution de moyen et de long terme, c'est d'abord l'éducation, la sensibilisation, et puis des moyens de surveillance du territoire. Et là, c'est une responsabilité collective, dans Schengen, et avec un certain nombre de pays dont on sait qu'ils sont les portes d'entrée pour ces combattants venus de l'extérieur, dans un combat qui est marqué par l'horreur. Hier, je recevais le patriarche des minorités, des chrétiens d'Irak, et de Syrie, et on voit bien une situation absolument insoutenable pour des populations ballottées entre l'horreur, l'exil et la mort. Alors Gérard Larcher, on va revenir à un autre sujet là aussi concernant l'apport du Sénat. Alors oui, Gérard Larcher, vous êtes à l'origine d'une certaine façon, en tout cas d'une importante nouvelle réforme institutionnelle, on peut dire ça comme ça, puisque c'est quand même vous qui avez relancé la possibilité, et donc cette loi maintenant a été votée et a été validée par le Conseil constitutionnel, une loi qui permet la destitution du chef de l'État. C'est une loi très importante, un peu sur le modèle américain. Alors, est-ce que ça veut dire que cette loi pourra être activée facilement, ou est-ce que les procédures sont très complexes? Est-ce que pour vous, c'est une avancée démocratique? C'était sous-tendu dans le programme à l'époque du candidat Nicolas Sarkozy. Le président mis un peu de côté. Le président Hollande n'avait pas dit autrement. Et c'est vrai que nous avons décidé son inscription. Et le vote a été acquis très largement, à l'exception du groupe communiste républicain et citoyen. La procédure de destitution est entrée dans la loi. Elle est entrée dans la loi avec quelques réserves du Conseil constitutionnel, pour assurer d'ailleurs le droit de la défense d'un président de la République qui serait conduit vers la destitution. C'est une procédure qui est une procédure naturellement qui ne peut pas se faire d'une manière habituelle, par facilité, mais avec les observations du Conseil constitutionnel, c'est une procédure qui est utilisable. Dans des cas tout à fait exceptionnels. Tout à fait exceptionnels. Par exemple, dans quel cas ça pourrait intervenir ? Il faudra fonder d'ailleurs une jurisprudence et une réflexion de juriste sur ce sujet, s'il est considéré qu'un président a failli à toutes les références que doit incarner un chef de l'État en termes de responsabilité. Vous savez qu'il y avait le fameux débat de l'intelligence avec l'ennemi. Voilà, mais est-ce que ça peut s'appliquer par exemple à François Hollande? Est-ce qu'on peut imaginer que des députés UMP veuillent destituer François Hollande? Je crois que il n'y a aucun motif aujourd'hui, bien évidemment, pour engager cette procédure. Il suffit de regarder les attendus et la procédure. C'est en tous les cas pas une procédure pour jouer un rôle d'opposant. C'est une procédure qui ne doit jouer que dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt supérieur du pays, quand on considère qu'un président
où une présidente de la République n'est plus en capacité Donc de manière de gérer le consensuelle, pays. de manière consensuelle plutôt. Ce sera une période de crise. C'est pas un texte pour jouer le consensus national, c'est un texte d'intérêt supérieur de la nation. C'est en tous les cas ma vision de gaulliste. Gérard Larcher, autre sujet aujourd'hui au Sénat, l'arrivée du budget. Alors très rapidement, là aussi, que compte modifier, apporter le Sénat de droite? Suppression de la première tranche, par exemple, qui a été votée à l'Assemblée. Il y a des points précis sur lesquels vous comptez vous battre? D'abord, améliorer le solde budgétaire. Nous considérons que les déficits budgétaires est encore trop importants. Et la première principe qui a été posé par la Commission des finances, c'est d'améliorer le solde budgétaire. 2 marqueurs. Un premier marqueur, assurer la réalité des crédits pour la défense. En effet, nous avons voté une loi de programmation militaire. C'est d'ailleurs une loi qui a été une loi de... pas de consensus, mais de convergence entre majorité et opposition pour donner les moyens à nos forces armées. Je vous rappelle que nous avons des soldats engagés jour après jour en Afrique, dans le ciel irakien, et on reviendra sur ça n'est pas documenté. C'est-à-dire qu'il manque aujourd'hui la certitude d'avoir la totalité des plus de 31 milliards dont les forces armées ont besoin, et c'est un premier sujet sur lequel j'ai moi-même, le 11 novembre, adressé une lettre solennelle au président de la République pour attirer son attention. Second des sujets, c'est un marqueur sur les collectivités territoriales. Nous pensons que les collectivités territoriales doivent contribuer à la réduction de la dépense publique. Le gouvernement fait peser sur les collectivités territoriales une baisse de dotation, que la Commission des finances propose d'atténuer d'environ 1,2 milliard, qui correspond au surcoût des normes que le gouvernement n'a pas réussi encore à endiguer. À endiguer, d'accord. Est-ce que concernant ce budget, alors on a vu les difficultés du gouvernement de Manuel Valls pour faire adopter ce budget à l'Assemblée avec ce qu'on appelle les frondeurs, oui, un budget un peu ric-rac, on pourrait dire ça comme ça. Est-ce que pour vous ça augure des difficultés continues pendant les 2 ans et demi qui restent jusqu'à la fin on voit bien que pour Manuel Valls? La majorité du président de la République et du Premier ministre ne cesse de se resserrer scrutin après scrutin. Et le scrutin marqueur et marquant, c'est celui du vote du budget. Et le constat qui est fait, c'est que, et on l'aura sur le texte sans doute du projet de loi Macron, est-ce que le projet de loi Macron sera soumis au débat, ou est-ce qu'il sera soumis à un 49.3 à l'Assemblée nationale? Parce qu'on parle beaucoup des professions réglementées. Mais un des grands sujets, c'est au fond la réforme des relations du travail dans l'entreprise. Et pour l'ancien ministre du Travail, je vois bien que des questions comme les seuils, que la nature du dialogue social à l'intérieur de l'entreprise, la hiérarchie des normes entre l'interprofessionnel et les entreprises, ça va être des grands sujets du projet de loi Macron, sur lequel le gouvernement pourrait avoir quelques difficultés avec sa majorité. En tous les cas, le Sénat examinera ces propositions avec attention et intérêt. J'ai toujours dit, c'était le sens de ma candidature, opposition, mais opposition constructive. Le pays va tellement mal et dans un tel désarroi qu'on ne peut pas jouer un espèce de jeu politique en disant si on attendait 2017. Il faut répondre aujourd'hui au désarroi des Français. Et le premier des désarrois, c'est le chômage. Et le chômage, il est lié à notre capacité à retrouver la croissance. Justement, Lionel Jospin disait en 1998 que le Sénat était une anomalie parmi les démocraties. Thierry Mandon récemment a dit douter de sa capacité à jouer son rôle d'améliorateur de la qualité de la loi. Que comptez-vous faire pour les faire mentir, tous ceux qui doutent de l'efficacité? D'abord, 2011, à mon détriment, a fait mentir Lionel Jospin. On a vu que l'alternance était possible. C'est ce que visait Lionel Jospin dans sa déclaration. Je pense que le Sénat est en train de démontrer qu'il est capable et qu'il a même la compétence, parce qu'il représente le territoire, parce qu'il est, pardonnez-moi de le dire de manière peut-être un peu simpliste, plus frais dans la représentation, parce que nous sommes pour moitié aujourd'hui issus des élections municipales. Nous portons plus le sentiment des Français. Aujourd'hui, le sentiment des Français, c'est l'urgence de trouver des solutions pour l'emploi, donc pour l'activité économique, pour la croissance, et en même temps pour
engager des réformes. Je crois que le pays est prêt à un certain nombre Donc de la réformes. fraîcheur évoquée vous semble plus légitime finalement? Vous rend plus légitime? Nous sommes légitimes. Nous sommes légitimes, mais nous représentons les territoires. Je ne discute pas de la légitimité de l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale, depuis la réforme du quinquennat, c'est quoi? C'est la réplique sismique de l'élection présidentielle. Vous avez le sentiment que le président de la République, aujourd'hui, a une large confiance des Françaises et des Français. En tous les cas, les sondages démontrent le contraire. Gérard Larcher, alors c'est vrai que le Sénat, effectivement, il y a cette image dont vous parliez à l'instant. Il y a eu quand même, alors ça ne concerne pas le Sénat, ça concerne aussi l'Assemblée, la semaine dernière, la publication d'une liste, ou en tout cas le nom de quelques parlementaires UMP en délicatesse avec le fisc, auquel il était reproché d'avoir des comptes en Suisse. Alors il y avait notamment un sénateur UMP, Bruno Sido. Est-ce que vous êtes vous-même, en tant que président de l'institution, choqué par la publication du nom de ces parlementaires ? Non, parce qu'il était prévu que la haute autorité, c'est la loi. Donc la haute autorité a la capacité de déférer. J'ai d'ailleurs rencontré le président de la haute autorité, non pas sur ce cas, mais pour voir comment on fait fonctionner de la meilleure façon possible ce texte sur la transparence. De même que j'ai réuni le bureau du Sénat, c'était sa première réunion la semaine dernière, pour mettre en place un groupe de travail qui devra rendre ses conclusions le 1er mars pour améliorer le fonctionnement, la transparence, la déontologie parlementaire au Sénat. Et ça n'est pas une commission de plus. Je lui ai donné et j'en ai pris la présidence. C'est-à-dire que je m'engage sur ces sujets. Et je dois dire que nous aurons très bientôt à examiner les déclarations de conflit d'intérêts pour les nouveaux élus ou réélus. C'est un sujet qu'il faut aborder sans non plus donner le sentiment qu'on céderait à je ne sais quelle de démagogie, voyeurisme, mais en même temps où il faut être exigeant. Mais pour voilà vous, pourquoi je suis favorable, par exemple, à ce que la dotation d'action parlementaire soit publiée par le Sénat et non pas simplement en attendant l'Assemblée nationale. C'est des sujets sur lesquels je m'étais engagé lors de mon premier mandat. Alors expliquez-nous la j'envisage dotation. poursuivre cet engagement. Expliquez un peu pour les non-initiés la dotation d'action parlementaire. Expliquez un petit peu du coup en quoi ça consisterait. Eh bien, chaque année, il y a une somme qui correspond à 150 000 € environ par parlementaire qui est mis à leur disposition pour favoriser notamment des investissements dans les collectivités territoriales. Voilà, qui ça peuvent n'est être pas de utilisés l'argent d'une manière un peu discrétionnaire. Mais pas du tout. tout. Elle est décidée à son initiative, sous le contrôle du ministère de l'Intérieur et contrôlée aussi de la réalité de son exécution. Et vous voulez que tout ça soit publié? Je pense qu'il est utile que ceci soit publié. Et cette utilité, c'est pas simplement pour y voir clair ou que j'aurai des doutes, c'est parce que c'est de l'argent voté par le Parlement, c'est donc de l'argent public, et cet argent public doit être connu des citoyens. Et ce serait pour quand? Ce sera pour quand, ça? Eh bien, j'ai fait la proposition qu'au 1er mars, le bureau du Sénat prenne l'ensemble des dispositions qu'on appelle les instructions générales du bureau. D'ores et déjà, avec la présidente de la commission des finances socialiste, Michel André, avec le rapporteur général, nous allons poursuivre ce qui a été engagé dès la fin 2009 par moi-même, puis poursuivi par mon prédécesseur Jean-Pierre Bel, pour que la dotation d'action parlementaire soit également répartie entre les sénateurs et gérée par les groupes. Vous savez, certains groupes envisagent de réguler la dotation en fonction de la présence effective des sénateurs. Dans l'hémicycle. Dans l'hémicycle, en commission et en réunion de groupe. Et ça, parce que je rappelle que c'est aussi un élément très fort de la vie parlementaire. C'est là où se déterminent beaucoup les décisions. Comment vous sanctionnez aujourd'hui l'absentéisme, justement? Puisque Catherine Tasca a pointé du doigt cette situation d'emploi fictif. Oui, c'est un mot, je suis entendu avec elle, il faut faire attention à ce mot-là. Oui, vous l'avez dit. Mais alors comment lutter et renvoyer une image positive des sénateurs? Parce que quand on, oui, comme des députés d'ailleurs, comme des députés. Car, mais vous concernant, comment vous envisagez de sanctionner l'absentéisme? Eh bien, la responsabilité des présidents de groupe, je viens de l'évoquer, la réforme du mode de votation au Sénat, ce fameux vote au paquet, où on peut voter de manière groupée sans être... Nous envisageons de réformer très profondément le mode de votation, d'avoir des votes, par exemple, le mardi ou le mercredi, précédés d'explications de vote, où il n'y aura qu'une seule délégation de vote qui devra être justifiée. Vous voyez, une évolution. Donc vous concédez qu'il y a un importante. problème d'absentéisme?
Je pense qu'il y a aujourd'hui un problème d'organisation déjà. Parce que nous avons des travaux de commission en même temps que des débats. Parfois, nous avions même des réunions de groupe en même temps que des débats ou des questions d'actualité. On a un problème d'organisation. Donc vous dites que les sénateurs travaillent, mais ça se voit pas. Ça se voit quand même, parce que Oui. nous produisons On peut. beaucoup. Oui, oui. Non, mais pour certains. Nous produisons beaucoup. Non, mais la question, c'est est-ce que vous reconnaissez un problème pour certains? Parce que ça a été beaucoup pointé ces derniers jours, certains cas particuliers, notamment concernant des absences en commission. Je pointe personne du doigt. Je pense que les parlementaires ont le devoir à la fois d'être présents sur le terrain et d'être présents au Parlement, notamment au moment des grandes décisions. Et c'est pour ça que la réforme de la votation sera un des éléments très importants de présence. Pour revenir d'un mot sur ces questions de parlementaires épinglés donc, par cette commission sur la transparence, il y a eu un débat un peu à l'Assemblée. Alors est-ce que c'est le même au Sénat? Par exemple, Bruno Le Roux dit qu'il faut vraiment que tous ceux qui sont en délicatesse avec le fisc démissionnent. Christian Jacob a dit pas question, puisque évidemment c'était des députés UMP. Quelle est votre position? Est-ce qu'il faut une démission par exemple de Bruno Sido? D'abord, il faut attendre les conclusions de l'administration fiscale et les conclusions du procureur de la République. Méfions-nous de livrer comme ceci à la condamnation. Moi, j'ai un principe. Présomption d'innocence. Deuxième principe, quand on est condamné, là, il faut prendre la décision de remettre son mandat. C'est quelque chose pour moi qui est assez clair. Alors, on avait une nouvelle rubrique, entre guillemets, dans l'émission qui s'appelle la question du bon élève, sur cette question d'absentéisme, justement, qu'on a déjà un petit peu évoqué, Christophe Joly. Oui, alors justement, la commission a adopté en février dernier Au Sénat. Au Sénat un dispositif assez coercitif en matière d'abstention. Le connaissez-vous? Il consiste en quoi exactement ce dispositif qui a été adopté en février dernier au Sénat? C'était un dispositif de relevé, de mémoire, je vous dis tout ça, de présence en commission. Je pense qu'il faut voir un dispositif plus global. Il ne suffit pas, pardonnez-moi, de dire une sanction. Est-ce qu'on pouvait aller jusqu'à 100% de la suppression des... mais qu'on n'applique jamais. Il faut créer les conditions de la présence, et pas simplement la présence, de l'engagement de la plupart des sénateurs. Oh, attention, donc ce dispositif ne ne sera pas mis en œuvre ? caricaturons pas. Quand vous êtes 245 dans l'hémicycle, dans le débat sur la réforme territoriale, on ne peut pas dire qu'il y a absence. Quand on est dans des questions d'actualité du jeudi, 120 ou 130 comme la semaine dernière, on ne peut pas dire qu'il y a absence. Ne laissons pas caricaturer un Sénat où il n'y aurait que quelques sénateurs qui travailleraient. C'est vrai que quelques-uns de nos collègues ont besoin de retrouver plus souvent le chemin des commissions. Et alors comment Parce que là, il y a effectivement ce qui avait été mis en place, enfin qui n'a pas été appliqué encore, hein, justement sur ces pénalités qu'évoquait Christophe. C'est pour ça que je pense que ceci passe par une réorganisation de nos travaux. Quand vous avez une réunion de commission et qu'en même temps vous avez séance plénière, comment vous gérez ça? D'accord, donc ce dispositif restera lettre morte. Ce dispositif va être revu puisque j'ai proposé une révision complète, parmi lesquelles le sujet, pas simplement de la présence, de l'organisation de travaux, du vote. Et vous n'êtes pas opposé à ce que ce soit plus coercitif. J'ai même suggéré à des présidents de groupe qu'ils puissent moduler la dotation d'action parlementaire en fonction de la présence. C'est moi-même qui avais, en 2011, fait cette proposition. Bon, avant de passer à l'UMP, une dernière question sur François Hollande, Frédéric Delpech. Alors, Gérard Larcher, donc on a beaucoup quand même parlé de François Hollande, y compris on a entendu certaines voix à droite qui demandaient le départ de François, une démission. Vous seriez d'ailleurs concerné, puisque en tant que deuxième personnage de l'État, vous le remplaceriez. Est-ce que vous pensez, vous, que François Hollande aura les moyens de terminer son mandat? Est-ce qu'il sera contraint, par exemple, à une dissolution? Terminer son mandat, c'est différent de la dissolution. Terminer son mandat, les institutions de la Ve République sont des institutions qui permettent de traverser les crises politiques. Et c'est un des grands acquis de la Ve République. Et je dois dire qu'il faut faire attention que tout le monde parle de la Sixième République. Vous savez, quand on est face à la crise économique et sociale, qu'on n'a pas le courage de réformer, alors on dit on va réformer les institutions. Comme si la réforme des institutions était porteuse de croissance, d'emploi et d'espérance. Je pense que les institutions de la Ve, il faut qu'elles fassent très attention avant de les bouger. Nous les avons d'ailleurs un peu trop bougées. J'ai regretté personnellement d'avoir voté la réforme du quinquennat. En effet, on a fait, je le disais il y a un instant, de l'Assemblée nationale la réplique sismique de l'élection présidentielle. Nous n'avons pas de soupape
Alors, la soupape, c'est une éventuelle dissolution. Alors, je ne vais pas gloser sur une éventuelle dissolution. Si le président de la République constate un jour qu'il n'a plus de majorité, il n'aura pas d'autre choix que dissoudre, et ce sera sa responsabilité politique. Il devra d'ailleurs l'avoir fait après avoir consulté pour avis le président de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est la Constitution. C'est une hypothèse que vous pensez plausible? C'est une hypothèse qui est une espèce de bouée de sauvetage. Dans la Ve République, le retour devant les électeurs. Moi, je continue à penser que le quinquennat se poursuivra. Peut-être qu'il y aura un rendez-vous difficile après les élections départementales du printemps prochain, dont tout laisse augurer qu'elle ne pourrait ne pas être un succès pour la majorité en place. Vous voyez que je dis les choses à la manière sénatoriale. Vous regrettez d'avoir voté le quinquennat au point de souhaiter le retour du septennat? Je pense qu'aujourd'hui, ça n'est que dans une réflexion globale que nous pourrions revenir. Mais pourquoi il y a eu un débat au Sénat mardi, oui, sur le septennat non renouvelable et porté par des collègues qui ne s'inscrivaient pas au départ dans la tradition de la Ve République. La famille radicale. En tous les cas, je crois que sur les institutions, il faut être prudent. Ce n'est pas la priorité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la priorité, c'est de retrouver des équilibres budgétaires, de préserver, donc de réinventer un modèle social et de redonner un peu d'espérance au travers de la croissance et du retour vers meilleure fortune de l'emploi. Alors, Gérard Larcher, invité du rendez-vous politique des Indes-Radio, Métro News et LCI. Quelques mots sur l'UMP, quand même, la campagne pour la présidence de l'UMP. Nicolas Sarkozy était en meeting à Mulhouse, très attendu suite à ses propos sur l'abrogation de la loi Taubira. On attendait des clarifications. Elles ne sont pas venues. Il n'a absolument pas évoqué ce sujet qui a divisé à l'UMP. Vous auriez aimé qu'il clarifie, qu'il précise ? Écoutez, on a 3 candidats pour la présidence de l'UMP. Personnellement, en me présentant devant mes collègues le 30 septembre dernier pour l'élection primaire, j'ai dit que je ne m'engageais pas dans cette élection pour la présidence de l'UMP, que je serais avec mes valeurs et mes propositions aux côtés de celui qui sera élu à l'UMP, que j'étais particulièrement attentif à ce qu'on ait des primaires, et notamment des primaires ouvertes, qui soient totalement sincères pour la préparation de l'élection présidentielle, même si je reconnais que les primaires, au fond, c'est pas une démarche très très gaulliste, mais la situation politique est aujourd'hui, avec la réalité de l'émergence des populismes et de l'extrême droite, telle qu'il n'y a pas d'autre voie et moyen. Mais ça vous empêche peut-être pas quand même sur certains points précis, là on le voit, bon, il y a cette question du mariage pour tous et de revenir sur la loi ou pas avec des positions qui divisent les candidats. J'ai une position très claire, revenir ou pas, constante. J'ai voté contre la loi. Oui, mais et je n'ai pas fait que voter. J'ai pris part au débat. En même temps, l'abrogation, qui n'est pas impossible constitutionnellement d'ailleurs. J'ai d'ailleurs fait vérifier, ça c'est le rôle du président du Sénat, qui, quelque part, est un des éléments de la stabilité constitutionnelle, ne m'apparaissait pas quelque chose de souhaitable. Je pense qu'il faut réécrire, parce qu'on n'a pas été au bout dans ce texte. Notamment sur la question de la gestation pour autrui, sur les et questions de la filiation. procréation médicalement assistée, mais aussi sur l'adoption. J'ai un petit point de différence, je le disais avec Alain Juppé sur l'adoption. Si je considère que des couples homosexuels peuvent avoir toutes les qualités pour adopter un enfant, il n'empêche que parfois des couples hétérosexuels n'ont pas toutes les qualités, il n'empêche que je n'y suis pas favorable tant qu'on n'aura pas eu un débat en profondeur sur ce qu'est la famille au XXIe siècle. En tout cas, sur ce point, vous n'êtes en tout cas pas sur la ligne de Nicolas Sarkozy, puisque vous êtes contre cette fameuse abrogation, plutôt proche de la position de Bruno Le Maire, qui est favorable à une réécriture sur le volet filiation, si l'on peut dire, non ? Non, mais la différence entre Bruno Le Maire et moi, c'est que Bruno Le Maire n'a pas voté contre le texte, moi j'ai voté contre le texte, et que je réclame toujours un débat préalable sur la famille. Alors, autre sujet qui divise les candidats à cette fameuse élection pour la présidence de l'UMP, la question de changer le nom de l'UMP, proposé par Nicolas Sarkozy, auquel par exemple Bruno Le Maire s'oppose. Vous y êtes favorable ou pas ?
Bon, je me suis déjà exprimé sur le sujet. Moi, je suis favorable à ce qu'on bâtisse un projet pour la France de 2015. Mais donc, en changeant le nom ou pas? Ça n'est que la conséquence, si ça apparaissait nécessaire. En tous les faudrait... cas, pour moi, c'est pas l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est d'abord date, de rebâtir un projet. Les conditions de création de l'UMP en 2002 ont considérablement changé, y compris au plan politique. Le centre, qui devait intégrer l'UMP pour partie et rester en dehors de l'UMP. Et le centre, il existe. Il existe dans notre pays. Je le vis comme président du Sénat. J'ai un groupe centriste au Sénat, qui est un groupe vivant, indépendant, qui fait partie de la majorité sénatoriale, mais qui a une vision sur un certain nombre de sujets, qui est une vision différente de celle de l'UMP. Et nos visions complémentaires nous permettent de construire des projets ensemble. Alors, on a vu que, ça constate effectivement précisément le débat interne à l'UMP. Il y a des positions un peu différentes. Il y a ceux comme Alain Juppé qui souhaitent que l'UMP se rapproche du centre. Et puis d'autres qui disent au contraire, non, l'UMP doit aller reconquérir les électeurs qui sont passés au Front National avec des positions fermes sur la sécurité et l'immigration. Vous êtes dans quelle catégorie? Je ne suis pas dans une catégorie. L'UMP a été construit hors catégorie. pour... Mais attendez, c'est peut-être pour ça que j'ai été élu président du Sénat. L'UMP a été construite pour rassembler des familles et des sensibilités politiques qui construisent un projet ensemble et qui vont du centre, voire même parfois du centre social, certains le bâtiraient du centre-gauche, à une droite souverainiste, en intégrant la famille libérale, la famille gaulliste, bien évidemment, une partie de la famille radicale, les chrétiens démocrates. C'est ça l'UMP. Et donc le problème de l'UMP, c'est d'avoir un projet qui prenne en compte ces différentes sensibilités. Moi, personnellement, je m'inscris dans la tradition gaulliste sociale, qui n'est pas simplement une nostalgie, un souvenir. Je l'ai vu au cours de cette campagne sénatoriale. Dans beaucoup d'endroits, on ne mettait aucun sigle politique. Mais quand on me faisait venir, on disait président des sénateurs gaullistes. Vous voyez que ça parlait à une nouvelle génération. Pourquoi? Parce que c'est une attitude du refus du compromis, du refus du déclin, qui croit encore au pays, mais qui n'a pas une vision de notre pays recroquevillé, replié. Je comprends bien, mais par exemple, est-ce que vous irez jusqu'à tendre la main à François Bayrou, dont on sait que beaucoup d'électeurs de l'UMP lui reprochent d'avoir fait voter François Hollande, par exemple? Écoutez, je constate qu'au Sénat, les élus MoDem participent à la majorité sénatoriale. Et je rencontrerai, s'il en est d'accord, François Bayrou, dans un temps qui n'est pas si lointain que ça. Christophe Joly. Vous avez dit de Nicolas Sarkozy, s'il est élu à la tête de l'UMP, je l'aiderai à reconstruire l'UMP, pas seulement du bout des lèvres. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que je m'exprimerai. D'accord, et au-delà de ça... Ça veut dire le bout des lèvres, c'est quand on fait la moue ou qu'on ferme ses lèvres. Je m'exprimerai avec ma sensibilité. En même temps, je serai très attentif à ce que le Sénat demeure pleinement une institution de la République. Vous savez, j'ai parfois reproché à mon prédécesseur, pour lequel j'ai respect, et même, j'allais dire, cordialité, d'avoir fait pendant 6 mois du Sénat la maison des Hollandais pour préparer l'élection présidentielle. Le Sénat doit réfléchir, et la majorité sénatoriale, aux propositions alternatives du projet de 2017. Et ça, c'est une responsabilité des sénateurs. Je pense aux grandes réformes économiques et sociales qu'il faudra conduire. Mais en même temps, ne vous attendez pas à ce que le petit Luxembourg soit la maison de quiconque. C'est la maison de la République. Et vous, quelle pourrait être votre implication dans une UMP présidée par Nicolas Sarkozy, au-delà de ce que vous venez de décrire? La place que de tout militant UMP, un militant qui a des responsabilités aujourd'hui. Vous savez, j'ai commencé à militer en classe de première. J'avais 17 ans. Je crois que la politique peut changer les choses. Je crois que s'impliquer dans la vie politique, ça a du sens. Et quand j'ai commencé, j'étais chez les gaullistes de gauche. C'est ce qu'on les appelait comme ça. Il paraît que j'ai de beaux restes. Je ne sais pas s'ils sont beaux. Mais en tous les cas, je crois toujours à une économie de marché qui est équilibrée par des formes de redistribution qui permettent de donner de la cohésion à notre société. Je crois à la place de la France en Europe, mais je n'ai pas la même vision que j'ai eue, moi qui fus eurosceptique. Je pense que l'Europe est aujourd'hui indispensable, mais que la France doit y faire entendre sa voix, que l'axe franco-allemand, c'est un axe fondamental. D'ailleurs, un de mes premiers déplacements à l'étranger,
va être de me rendre à la fois à Bruxelles et à Strasbourg. C'est pas l'étranger, c'est l'Europe, et ensuite d'aller en Allemagne. Alors, concernant le Sénat, on dit, vous avez dit, ce sera pas à l'époque c'était la maison des Hollandais, là ce sera la maison de personne. Il y a quand même beaucoup de. Ce sera la maison de la République. La maison de la République, il y a quand même beaucoup de fillonistes, comme on dit au Sénat. Et vous-même, vous avez revendiqué votre proximité avec François Fillon en disant que vous êtes un homme de fidélité. Alors, 2-3 questions quand même justement concernant François Fillon. Dans l'affaire Jouyet, vous direz comme lui qu'il a été victime d'une machination? En tous les cas, je pense qu'il faut toujours apporter la preuve de ces allégations. Pour lui aussi alors? Oui, mais enfin, les allégations, pardonnez-moi, le seul qui se soit contredit, c'est M. Jouyet. Et je sais que ce soir, il y a une décision de justice attendue sur la publication de bandes. Mais le seul dont je constate qu'il a dit tout et son contraire, c'est M. Jouyet. Donc, machination. Et je connais François Fillon, et personnellement, je lui fais confiance. Machination, vous diriez? En tous les cas, on s'est bu. M. Jouyet s'est pris les pieds dans un tapis qui, manifestement, n'était pas fait pour lui. Est-ce que vous pensez que tout de même, malgré cela, la candidature de François Fillon pour la primaire, cette fois-ci, non pas la présidence de l'UMP, la primaire, est handicapée par cette affaire, ou au contraire, vous pensez qu'il peut tout à fait continuer à être candidat à la primaire? 2016 n'est pas demain. François Fillon, et je l'ai dit, je ne suis pas un homme de fidélité successive. Nous avons travaillé ensemble aux côtés de Philippe Séguin, qui avait connu des jours pleins de soleil et des jours plus sombres. Et François Fillon, il a une qualité majeure. Et aujourd'hui, chacun doit bien regarder, c'est le seul qui aujourd'hui a commencé à travailler vraiment sur le projet d'alternance. Sur cette question de et primaire. Il le fait avec courage. Et allez, je me situe plutôt sur son aile sociale parce que autant je pense qu'il faut en finir avec les 35 heures. Moi, j'ai cru à un moment au partage du travail il y a 20 ans. C'est un échec formidable. Vous n'y croyez plus. Je n'y crois plus parce que malheureusement, on a vu le résultat. Il nous reste 10 petites minutes d'émission, il faut qu'on aille vite. Mais dernière petite question sur François Fillon. Il a menacé de claquer la porte de l'UMP si la haute autorité indépendante, chargée d'organiser la primaire, devait disparaître, comme l'avait laissé entendre Nicolas Sarkozy. Vous l'approuvez? Ça fait partie du pacte autour duquel nous avons sauvé l'UMP en décembre 2012. Et je faisais partie de ceux qui ont été les co-signataires de ce pacte. Moi, j'ai l'habitude de respecter ma parole. Donc, il faut et garder cette j'attends haute que la autorité. parole donnée soit respectée par les autres. Ça, c'est un point sur lequel, pour le coup, ce sera casus belli. Oh, c'est pas casus belli, ça peut être casus départ. Casus départ, vous aussi. Mais, pardonnez-moi, on ne peut... Il faut rassembler. Moi, je fais plutôt confiance à Nicolas Sarkozy pour rassembler, avec ma différence. Et donc, je lui fais confiance pour rassembler. Mais le rassemblement doit être effectif. Il doit être attentif à Alain Juppé, il doit être attentif à Xavier Bertrand, à Bruno Le Maire, et à chacune et chacun d'entre nous. Et je sais qu'il le sera. Je sais qu'il le sera. Nous en avons parlé ensemble. Qu'il le sera, mais quand même casus départ, quoi. Bien sûr, si le pacte qui a été construit n'était pas respecté, personnellement, ce serait pour moi une rupture de confiance. Alors, quelques questions. Et je fais confiance. Rupture de confiance, mais vous faites confiance. Gérard Larcher, quelques questions des radios, du groupement des Indes des radios. La première, vous l'avez déjà évoquée un petit peu, concerne le budget de la défense et vous est posée par Francis Laloupeau d'Africa numéro 1. La France est présente actuellement sur plusieurs théâtres de conflit et cette volonté d'engagement français s'affirme un peu plus chaque jour en Afrique et en Irak notamment. Vous vous êtes élevé contre la baisse des budgets militaires en 2015. Alors, quels sont les moyens dont vous disposez en tant que président du Sénat pour peser sur les engagements financiers du gouvernement français en matière de défense ? Et puisque je m'adresse à une radio qui émet beaucoup sur l'Afrique, vous voyez l'importance qu'il y a à ce que nous soyons à côté de nos amis africains face à la montée du terrorisme. Et je ne vous cache pas aujourd'hui que nous inquiète la situation au nord Cameroun, à l'ouest du Tchad, au sud du Niger, et que peut-être il faudra être à côté de nos amis africains pour lutter contre le fondamentalisme. Et pour ça, nous avons besoin que nos soldats aient les capacités d'intervenir dans des conditions... Alors, quels sont les moyens ?
tout simplement d'être exigeant au moment du vote du budget. Et que, par exemple, un certain nombre de constructions financières qui sont proposées, je pense aux sociétés de projet, c'est peut-être un peu technique pour les auditeurs, mais qui doivent apporter 2 milliards d'euros indispensables, eh bien, que l'engagement de la loi de programmation militaire soit respecté. Et pour ça, il y a une fonction incontournable du Sénat qui s'appelle la fonction de contrôle. On fait la loi, en dernière lecture dans la loi ordinaire, c'est l'Assemblée nationale qui l'emporte, mais dans la fonction de contrôle, nous sommes égaux. Et je dois dire que la commission des finances et la commission de la défense seront très attentifs. Et puis je le dis, le président du Sénat, à un moment, il doit élever la voix, s'adresser au président de la République, s'adresser aux Français. Sur le sujet du budget militaire, je vous le dis, je serai intraitable, car on ne peut pas envoyer des hommes et des femmes. J'étais avec Jean-Pierre Chevènement il y a quelques mois aux côtés de nos forces spéciales. On ne peut pas envoyer nos soldats porter des valeurs, défendre la France, assurer, j'allais dire, nos responsabilités aux côtés d'un certain nombre de nos amis sans leur donner les moyens. Intraitable, ça veut dire, juste d'un mot, pas question de rogner sur le budget de la défense. Pas question de ne pas respecter la loi de programmation militaire que nous avons votée, je le rappelle, il y a quelques mois. C'est une loi, c'est pas une humeur, c'est pas une décision et qui est prise à la légère. C'est une loi. Respecter la loi, le président du Sénat, me semble-t-il, a le devoir de rappeler au gouvernement et au président de la République la nécessité de respecter la loi. On passe à la deuxième question qui concerne, là pour le coup, une région que vous connaissez bien et qui vous est posée par Émilien Bordery de la radio Suite FM. Monsieur le Président, merci de me répondre. Vous êtes un Ornais d'origine. Est-ce qu'on peut prendre le cas très concret de ce département avec un chef-lieu, Alençon, non seulement excentré, mais également de faible importance démographique, un peu loin par ailleurs des axes TGV qui traversent le Grand Ouest, des habitants tiraillés entre Caen, plus au nord, et Le Mans, plus au sud. Les deux Normandies vont a priori fusionner. Alençon sera plus que jamais le petit poussé face à Caen, mais aussi Rouen du coup. La réforme territoriale, selon vous, n'est-elle pas un peu dangereuse dans ce cas-là ? Voilà, en 30 secondes, Gérard Larcher. D'abord, je pense qu'il y a une logique du rassemblement des deux Normandies et que l'estuaire de la Seine peut être une richesse pour les deux Normandies. En même temps, une ouverture maritime très forte. Alors, vous parlez de mon département natal, le département où mes parents vivent et où mon père a été longtemps un élu. Et c'est vrai, Alençon doit s'inscrire dans l'armature des villes moyennes et c'est toute la réflexion d'aménagement du territoire. Et je pense qu'Alençon, avec Le Mans, avec Caen et aussi en proximité avec un certain nombre de territoires d'Eure-et-Loire, peut jouer un rôle et avoir un développement. Tout autre sujet avec Louis-Sébastien Jacquel-Blanc, journaliste à Tendance Ouest. Bonjour Monsieur Larcher, Bonjour. L'association Le Mouvement d'Uni qui veut lutter contre le système prostitutionnel interpellait la population chez nous la semaine dernière à Caen sur un projet de loi qui devrait aller dans le même sens que leurs préoccupations. Un texte voté fin 2013 à l'Assemblée nationale qui n'aurait toujours pas été étudié au Sénat. D'où ma question, comment est-ce qu'est déterminée au Sénat la priorité à donner aux différents sujets ? Et puis comment se fait-il qu'un projet de loi peut aussi longtemps attendre d'être validé ou non ? Merci beaucoup. Là aussi très court. C'est une proposition de loi qui était d'ailleurs poussée par la ministre des Droits des Femmes, qui était Mme Vallaud-Belkacem à l'époque. L'Assemblée nationale a voté un texte, le Sénat a mis en place une commission spéciale. Alors, 3 manières de l'inscrire, puisque nous en avons parlé le 5 novembre. C'est la conférence des présidents, c'est-à-dire une structure qui rassemble les présidents de commission et les présidents de groupe, les vice-présidents du Sénat, autour du président du Sénat et du gouvernement, pour déterminer l'agenda. 3 manières de faire. Le gouvernement, s'il considère que ce texte est important, peut l'inscrire à son ordre du jour. Le groupe socialiste peut l'inscrire à son ordre du jour, dans ce qu'on appelle son espace réservé. Même chose pour le groupe communiste. La conférence des présidents peut l'inscrire, elle aussi. C'est pour ça que j'ai dit que ce dossier serait examiné au premier trimestre. Et j'ai abordé le sujet, je ne l'ai pas enterré. Vous ne l'avez pas enterré. Voilà. Autre question sur une loi votée, celle-là, avec Olivier Doyen de la radio Évasion.
Bonjour Monsieur Larcher, de nombreuses radios des indépendants cherchent à se développer. Vous allez nommer au mois de janvier l'un des sages du CSA. Pensez-vous que celui-ci doive défendre la RNT, la radio numérique terrestre, que de grands groupes refusent de voir émerger en France, alors que la loi a été votée pour que le CSA puisse lancer les appels à candidature en RNT au niveau national? La loi, elle a 10 ans. Et il a fallu 10 ans, de nombreux rapports. Je pense que les choses sont maintenant qu'on a une norme, sont maintenant en route. En tous les cas, on y veillera parce que la radio, c'est un espace de liberté extrêmement important. Et c'est aussi un espace de liberté, et notamment sur la radio numérique terrestre, qui permet d'atteindre des lieux du territoire qui sont difficilement atteints par d'autres techniques. C'est donc quelque part de la vitalité territoriale. Je peux simplement dire que nous y veillerons. Et d'ailleurs, je souhaiterais qu'un certain nombre de grandes radios, au lieu de regarder ça du bout des lèvres, n'aient pas peur de la radio numérique terrestre. Dernière question, également dans le domaine audiovisuel, Frédéric Delpech. Alors Claude Bartolone, donc le président de l'Assemblée, vous a écrit hier donc, pour vous proposer une fusion des deux chaînes parlementaires, LCP Public Sénat, d'ici un an. Est-ce que vous êtes favorable à cette proposition? Bernard Accoyer m'avait fait la même proposition il y a 6 ans. Et donc, naturellement, j'ai reçu cette lettre. J'ai reçu la dépêche AFP en même temps, ce qui démontre qu'il y a des postes qui vont plus vite que d'autres. Vous auriez aimé être plutôt informé en priorité? Enfin, bon, j'en suis remis. Hein. Simplement, ma méthode n'est pas de répondre tout seul. Pour ça, il y a une vice-présidente, des secrétaires, un bureau du Sénat, et il y a la mise en place d'un conseil d'administration. Et moi, je consulterai mes collègues. C'est une proposition comme les autres. Je pense que, au-delà de ce qui fait un titre un matin, faut-il un président unique, il y a beaucoup plus à mutualiser entre les deux chaînes parlementaires. Je crois qu'il y a un travail de mutualisation et de réflexion à conduire. Méfions-nous des apparences. Allons au fond des choses. En tous les cas, c'était un des sujets que j'avais posé lors du bureau du 12 novembre dernier. Mais il faut garder, selon vous, deux entités un peu spécifiques? Je pense qu'il y a deux chambres et qu'il faut réfléchir à l'identité. Après, mutualiser, oui. Faut-il aller jusqu'à la présidence unique? Je laisserai mes collègues en débattre avec moi-même dans le cadre des instances qui sont prévues à cet effet. Moi, j'ai une vision collégiale. Il faut comprendre, j'ai une vision très collégiale du travail, notamment du bureau du Sénat. Merci beaucoup Gérard Larcher d'avoir participé au rendez-vous politique des Indes Radios, Métro News et LCI.